Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. C'est avec plaisir que nous ouvrons cette journée. J'aimerais insister sur la collaboration très particulière d'aujourd'hui, puisque finalement c'est un monde un petit peu idéal de la musique et de la musicologie, puisque nous avons une collaboration entre une société savante, une université et un pôle sup. Autrement dit, tous les aspects qui contribuent justement à ce que musique et musicologie aillent de pair sans cesse, tel que cela doit être. C'est d'ailleurs un réel plaisir pour moi que de contribuer au sein de l'université à faire rayonner le partenariat avec le pôle sup 93 et de voir que nos enjeux arrivent à être communs, justement, autour de la musique et la musicologie. La musicologie a besoin des interprètes pour trouver justement une issue, une utilisation. De la même façon, les interprètes ont besoin de la recherche musicologique pour avancer dans leur réflexion en tant qu'interprètes des œuvres donc, qui leur sont données à jouer. Donc c'est vraiment une collaboration très particulière et qui, j'espère, sera amenée à se renouveler. J'aimerais aussi insister sur un point, c'est l'importance notamment de l'atelier de demain et l'importance du titre de ces JAM, analyse et création. Car pour nous, au sein de l'université, le faire musical est très important. Et à l'échelle de notre université, université des créations, la création est également au cœur des préoccupations de notre université Paris 8. Donc c'est vraiment un réel plaisir que de voir cette création être noir sur blanc sur le programme d'aujourd'hui. Et j'espère vraiment que toutes et tous qui êtes là aujourd'hui, vous pourrez également être là pour la journée de demain. Voilà, je tiens à remercier donc Nathalie Hérold et Charles Ardenne pour ce triumvirat de l'organisation de ces JAM. Remercier également mes collègues Giordano Ferrari et Alvaro Oviedo qui vont assurer les présidences de session aujourd'hui. Remercier les étudiantes et étudiants qui participent aujourd'hui, soit en écoutant, soit en jouant ce soir lors du concert. Remercier également Guillaume Gilles, un autre collègue de notre équipe Paris 8, qui gère donc l'atelier de musique actuelle dont des étudiants vont participer ce soir au concert. Et remercier également Samuel Liégeon et Jean-François Boukobza, qui sont à l'initiative de la thématique d'aujourd'hui, puisque le principe au départ a été de leur donner carte blanche sur la thématique qu'ils souhaitaient voir abordée. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel après-midi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Et bien évidemment, je commence par remercier très chaleureusement mes deux collègues à la co-organisation donc, de ces journées d'analyse musicale. Le pôle sup 93 que j'ai l'honneur de représenter est particulièrement heureux et fier de co-organiser un tel événement. Je remercie très sincèrement la Société française d'analyse musicale, tous ses membres et tous ses membres, toutes ces chevilles ouvrières et toutes les personnes qui contribuent par leur réflexion et leur engagement à œuvrer pour cette belle cause de l'analyse musicale. Merci beaucoup à Paris 8, à Clotilde Ververde en premier lieu, bien entendu, et à tous les collègues également, enseignants, chercheurs, et quel que soit leur statut et leur fonction, qui contribuent à ce qu'on ait ce partenariat très précieux pour nous entre le pôle sup 93 et l'université de Paris 8, un partenariat que les étudiantes, les étudiants vivent je dirais au quotidien, puisque ils ont un diplôme, une diplomation commune entre le DNSPM, leur diplôme professionnel de musicien, et la licence de musicologie, et un partenariat qui se matérialise aussi par de grands projets, tels que celui-ci, tels que ces journées d'analyse musicale, grâce à de grands partenaires, comme la Société française d'analyse musicale. Des grands projets qui, comme ça a été très justement souligné, nous enthousiasment particulièrement parce qu'ils sont justement dans cette richesse dynamique qui consiste, et qui pour moi, je pense, et pour nous, est vraiment un enjeu essentiel de l'analyse, qui consiste à relier les éléments entre eux, à allier les forces, à allier les intérêts, à réunir la manière dont nous œuvrons chacune et chacun de là où nous sommes, selon nos formations, selon nos statuts, pour le développement de la connaissance et de la pratique musicale, et justement à allier comme cela réflexion et pratique. C'est quelque chose qui est très important pour nous au pôle sup 93, évidemment, puisque nous sommes un établissement de formation pour les artistes professionnels d'aujourd'hui et de demain, ainsi que pour les enseignants. C'est donc un établissement où on pratique et où on réfléchit, où on pratique, où on allie les deux, et à ce titre, bien entendu, l'analyse musicale
est un vecteur particulièrement riche pour justement réunir analyse et pratique. Donc je suis très enthousiaste par avance d'assister à ces 2 journées. Ça a été un grand plaisir de les co-organiser, de profiter de toutes les interventions, des liens avec des répertoires qui vont nous faire découvrir, et de profiter également pleinement des moments justement de prestations artistiques. Je remercie encore une fois toutes les étudiantes et les étudiants du pôle Sub 93 qui sont ici présentes et présents nombreux. Merci beaucoup à toutes celles et ceux de notre établissement aussi qui font les forces vives et artistiques du concert de ce soir, consacré justement, comme tout ce qui va nous occuper pendant ces 2 jours, au thème lié à la nature. Merci également à leurs camarades de l'Université de Paris 8, avec lesquels nous partageons ainsi ce beau concert, comme on partage des projets tout au long de l'année entre Paris 8 et le pôle. Et merci aussi, cela a été dit, pour le moment de l'atelier de demain. Encore une fois, ce sont des temps artistiques auxquels on est ravis de participer, de la même manière que des enseignants du pôle participent à des moments de communication, et vraiment pour nous dans un esprit d'associer la pratique et la réflexion, de vraiment montrer à quel point la pratique artistique est une réflexion, et à quel point la réflexion artistique est une pratique également artistique, l'analyse étant un vecteur de réunion particulièrement fort de ces éléments. Voilà. Merci donc infiniment à toutes et à tous pour votre présence, pour cette participation, d'avance pour vos différentes interventions, et puis pour aussi votre attention envers les communications. C'est aussi une manière active de participer. Voilà. Merci beaucoup, et bien je nous souhaite de très belles journées d'analyse musicale. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis Álvaro Oviedo, je vais modérer cette première demi-journée autour des... Dans les titres, c'est entre air et mer. On aura 3 interventions, en commençant par Nicolas Darmon, qui est maître de conférence HDR à l'Université Aix-Marseille, qui est l'auteur d'articles, de livres sur la musique contemporaine, les interactions et l'interculturalité. Son dernier livre paru, c'est Éloge de la modernité, en honneur de Pierre-Albert Castanet, et qui va nous parler de ce concept de la nature aimante, l'oiseau et la baleine dans la composition musicale actuelle. Merci. Le dernier livre paru est paru il y a 1 mois, c'est Penser les métissages sonores. Donc, pour être au fait de l'actualité. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ce colloque riche et dense de m'avoir invité. Je vais vous parler de la nature aimante, l'oiseau et la baleine dans la composition musicale actuelle. Par nature aimante, je désigne une vision générée par l'expérience chamanique. Des visions issues d'états modifiés de conscience suite à des prises d'hallucinogènes. Les artistes des années 70, dits psychédéliques, se sont inspirés de telles visions. Leur art est souvent porté sur des géométries répétitives, des couleurs vives et pures, des symbolismes. Ce dont je veux vous parler est une nature particulière, une nature aimante, qui aura également bien sûr des formes géométriques, mais pas que. Pour s'en faire une vague idée, le meilleur exemple serait à ce stade les tableaux d'Henri Rousseau, animés d'un mouvement et d'une âme aimante. Donc, si on regarde ce tableau et qu'on l'imagine en mouvement,
il s'approche de ce que j'ai en tête, de l'idée de nature aimante issue d'une expérience chamanique telle qu'elles sont décrites dans ceux qui rapportent leur expérience. La différence, c'est que là, nous n'avons que du visuel, mais dans l'expérience, il y a également de l'amour. Une partie intuitive au-delà du visuel qui est l'amour, le bien-être, la joie, la certitude. Mon hypothèse est que cette nature amour est l'expression de la plante hallucinogène comme entité surnaturelle, que celle-ci parle de cette façon pour désigner une réalité fondamentale. En partant de cette hypothèse, la question sera la suivante. Existe-t-il des compositions musicales ayant traité de cette nature amour? Oui ou non? Lesquelles s'en approchent et quels sont les modes pour transmettre plus ou moins cette impression? Que ce soit par la prise de drogue comme le LSD ou la marijuana ou des plantes diverses comme l'ayahuasca, déclenchant tantôt un état d'hébétude, de béatitude, tantôt des visions, ou les deux. On pense bien sûr aux musiques amplifiées, au reggae, au new age et à toutes ces musiques plus ou moins proches du mysticisme ou des musiques dites que je viens de nommer de psychédéliques. Alors, pour rentrer presque dans le vif du sujet, j'aimerais quand même évoquer, pour commencer, l'expression de sentiment océanique, que vous connaissez certainement, mais je vais rappeler que c'est une expression qui a été inventée par Romain Rolland, et je pense que c'est Freud qui en donne une meilleure définition. Donc pour Romain Rolland, le sentiment océanique qui se rapproche de l'idée de l'hypothèse que je faisais d'une nature aimante de source chamanique, le sentiment océanique est le fait simple et direct de la sensation de l'éternel. Donc c'est quelque chose de court, une sorte de choc, qui nous donne l'impression, par la vision, d'être dans la plénitude de tout. Et Freud dit « sentiment d'union indissoluble avec le grand tout et d'appartenance à l'universel ». Bon, c'est un sentiment qui est évoqué. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait beaucoup d'efficience en psychologie. Je ne suis pas psychologue, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais c'est un postulat intéressant pour ce qui nous concerne. Emmanuel Rebel explique à propos de Beethoven qu'à son époque, la notion de génie renvoyait justement à l'artiste créant non plus d'après la nature, mais comme la nature en insufflant à son œuvre la vie de l'univers. Et là, on a quelque chose d'intéressant, puisqu'on suppose, chez les romantiques, que l'univers aurait une vie et que l'artiste serait capable de transmettre et même d'insuffler à son œuvre la vie de l'univers. Donc on a effectivement l'idée d'une nature, et une nature qui se meut et que l'artiste est capable de rendre. Alors, je vais vous donner deux exemples de ce qui pourrait s'approcher de mon propos. Et le premier concernera l'oiseau et la forêt. Alors, concernant l'oiseau, mon analyse concernera une pièce pour saxophone d'Alain Berlot qui s'appelle Touka. Alain Berlot est un compositeur dont le fondement est le chamanisme. C'est un compositeur d'une 70 œuvres à peu près, de nombreuses peintures, et qui a fait de ce que lui appelle le chamanisme, mais aujourd'hui on pourra dire le néo-chamanisme, donc un assemblage d'approches initiatiques du monde, dont le fondement serait le chamanisme. Donc je ne vous rappelle pas ce qu'est le chamanisme, je présuppose que vous connaissez le chamanisme. Et donc,
c'est un personnage compositeur, artiste qui voyage énormément. Et son œuvre, Touka, il l'a composée en référence à la Guyane, où il est resté française, donc terre amazonienne, où il est resté plus de 10 ans, avant de partir plus de 4 ans à Wallis et Futuna, et en ce moment il est en Albanie, etc. C'est donc un globe-trotter. Donc, outre ses qualités de musicien, il est également peintre. Là, je vous ai reproduit une de ses 1000 œuvres qui, vous voyez, a un rapport avec ce que je disais de l'art chamanique psychédélique. Répétitivité, forme géométrique, symbolisme, couleurs vives. On a constaté que chez les peuples qui sont consommateurs d'ayahuasca de façon quotidienne et régulière, les formes artisanales, les formes de vannerie, les formes de tissage, enfin l'artisanat est très proche de ces visions. Et comme Alain Berlot est lui-même quelqu'un qui connaît particulièrement les trans chamaniques, il n'est pas étonnant qu'il doit y avoir un rapport entre cette nature aimante et ces pièces et ces peintures. Donc Touka de 2017 a rapport avec Toucan, parce que Touka, ça veut dire toucan en wayapi. Les wayapis sont un peuple de la forêt amazonienne française guyanaise. Et donc, le toucan est apprécié dans les villages d'Amazonie pour son caractère plaisantin et gai. En outre, c'est l'emblème de la Guyane. Il est magnifique, il est puissant, il incarne la forêt amazonienne dans sa beauté profonde. Il se pare d'une robe éclatante, il chante à tue-tête en haut d'un arbre. Rien ne dit, en revanche, que son chant soit l'amour incarné, puisque ce qui va nous intéresser là, c'est la nature aimante. Et je ne sais pas si son chant est un chant d'amour, mais pas toujours, ainsi que le disent les habitants de la forêt amazonienne guyanaise. Et le toucan, évidemment, ne loge pas que en Guyane, il loge dans toute la forêt amazonienne. Le sonogramme de son chant, à Petit Saut en Guyane, qui se trouve donc au plein cœur de la forêt amazonienne, montre des harmoniques très riches, un chant simple, aigu, avec des valeurs rythmiques revenant de façon espacée par unité ou couple d'unités, et cela de manière très continue dans le temps. Donc on ne peut pas dire que ce soit le chant du merle bleu ou du merle noir. C'est un chant bien spécifique et bien différent. Donc en partant de la nature elle-même, va se réaliser une série de transformations culturelles et naturelles. La première, c'est l'appropriation de ce chant du toucan par le peuple des Wayapis lui-même, à travers leur mode essentiel de musique qui est le toulé, une sorte de clarinette. Donc c'est un bambou qu'on a évidé et qui contient une lamelle, une hanche. On le fait avec du katchiri pendant 4-5 heures le matin, et puis on en joue, et une fois qu'on a joué, on a fini la cérémonie, on le jette dans un geste extrêmement écologique, puisque l'instrument est cueilli, coupé et fabriqué là où on le trouve, et jeté dans la nature juste après. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait 50 millions de pratiquants de cet instrument, sinon les forêts se dépeupleraient de bambou. Donc, la musique amérindienne est répétitive. La répétitivité, pour ne pas dire la quantité, est l'objectif recherché. Les géométries sont finies à fin ouverte sans rechercher la transe. Ils sont joués dans un quantum de pâté sonore. Donc, effectivement, vous allez entendre, vous voyez là, le motif qui est traduit en solfège occidental.
dont l'intérêt est moins d'être une sorte de mélodie ou que une matière bruiteuse, puisque les notes sont volontairement jouées à plusieurs de façon qu'on dirait dissonante, pour faire une sorte de pâté de notes. Et en revanche, avec une répétitivité inlassable qui ne cherche pas forcément l'état de transe. Ah, je n'ai pas la main sur le son, sur le volume. Donc, si vous trouvez que c'est trop fort, il faut qu'à la régie baisse. Vous pouvez... On pourrait donner ça en dictée. Deuxième année. Donc cette mélodie a à voir avec le chant du toucan, vous verrez avec la danse. Et cette mélodie sera le terreau sur lequel va pousser la musique d'Alain Berlot. Il faut savoir que dans cette culture, tout est en relation. Tout est symboliquement relié par des motifs géométriques qui sont les mêmes. Donc le tissage, la vannerie, l'art décoratif, le tatouage, la peinture faciale, l'artisanat recourent à des motifs qu'on peut retrouver, qu'on retrouve. Et donc l'hypothèse vérifiée de Alain Berlot, c'est que la musique elle-même comporte ces motifs et que effectivement, par exemple, si on prend un serpent, l'anaconda, vous retrouvez à peu près les mêmes motifs d'un peuple à l'autre dans l'Amazonie. Donc en plus d'une reliance interartistique et culturelle et spirituelle dans un peuple, vous avez une proximité d'un peuple à l'autre. Chez les Wayapi, c'est le Kuziwa qui constitue de fait la structure même de la société Wayapi, et ça, Wayapi avec un Y, et sa signification va bien au-delà de la dimension artistique. Là, vous avez en bas à droite un tressage. Voilà de l'analyse de la musique et de la structuration de la musique et de l'art de tissage, du tressage et des motifs. Alain Berlot en déduit une musique qui, en réutilisant ces motifs à sa façon, puisque c'est un compositeur contemporain, et avec une répétitivité sur laquelle, au lieu de ces notes-là, mais en reprenant l'idée de pâté sonore, il va donc faire une musique. Vous avez là le plan d'après les esquisses du compositeur. Les triangles pleins, les pointes en haut, les triangles pleins, pointes en bas et les carrés pleins. Et donc, il va alterner ces motifs. Voilà. En plus d'être relié à des formules géométriques, la musique était complètement reliée à la danse, et donc la musique de Berlot va avoir affaire à la danse, puisque les clarinettes dont je vous ai parlé, elles ne sont pas jouées en concert, elles sont jouées en mouvement. En mouvement, c'est quelque chose de naturel et de mouvant, qui vient du toucan, je le rappelle, et pour lequel Alain Berlot va écrire pour saxophone. Donc là, vous voyez les Wayapi, mais pas sur cette mélodie-là, pas sur le toucan. J'ai pas trouvé d'image correspondant au toucan. Mais vous voyez. Alors ça, c'est une spectacularisation de leur musique, puisqu'ils le jouent sur une scène. Mais ce que vous pouvez remarquer quand même, c'est qu'il y a un leader, le chaman, qu'ils se tiennent par la main, qui calent de façon synchrone leurs pieds, et les sonnailles qui sont au bout de leur toulet. Et la danse elle-même exprime l'animal. Et là, il est
possible, probable que ce soit un anaconda. Le saxophoniste chez Alain Berlot va jouer donc des pieds. Donc il va être saxophoniste, il va reprendre donc tout cet imaginaire géométrique dont je vous ai parlé, et donc le saxophoniste devra jouer des pieds pour en prolongement de l'esprit des Wayapis. Donc là, vous voyez Alain Berlot en train de travailler avec Joël Versavo à Marseille pour trouver les bons multiphoniques qui correspondront à l'esprit de sa pièce Touka. Et il va en retenir, après pas mal d'heures de travail, il va en retenir quelques-uns qui sont spécifiques notamment à Joël Versavo. Et il va donc les écrire et les utiliser pour sa pièce qui s'appelle Touka. Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas la pièce n'a pas été créée. Donc, vous êtes dans un processus de création. Et par conséquent, je ne peux pas vous faire écouter l'intégralité de cette pièce. Oui. 5 minutes. Bon, bah, alors, on ne parle pas de la baleine. On peut parler de la baleine, puisque je voulais annoncer. La baleine et l'océan, je voudrais vous parler de Aline Pétineau, qui est un deuxième exemple, qui elle-même reprend complètement cette idée de sentiment océanique. Certains et certaines ont tant exploré le sentiment océanique que ce sentiment a modifié le cours de leur existence. Et qu'ils ont organisé leur vie autour de l'exploration de ce sentiment. Les apnéistes, ceux qui font de l'apnée, les coureurs au large, les scientifiques, les surfeurs, les musiciens, les sauveteurs en mer, les pêcheurs. Donc, si vous avez vu Le Grand Bleu, vous avez cette sensation qui a ébloui le héros du film. Pour Aline Pétineau, rien de mystique, tout en plus en état modifié de conscience qui survient devant un paysage en écoutant de la musique. Qui est Aline Pétineau? C'est une navigatrice, documentariste et compositrice qu'on entend beaucoup sur France Musique, France Culture et autres, et qui a fait un projet de recherche-création avec un bioacousticien qui s'appelle Olivier Adam, spécialiste du chant des baleines. Donc voici quelques sonorités de son œuvre qui s'appelle Réponse à la baleine à bosse, et c'est la pièce qui s'appelle Apnée. Donc là, on a la version acousmatique et on va écouter juste le début. Donc elle est allée enregistrer des sons de baleine qui vont être restitués et intégrés dans sa composition. On voit que c'est un spectacle en immersion puisque le public s'allonge sur le sol, vient et repart. Donc évidemment, la temporalité est un peu différente des contraintes qui sont les nôtres.
La kousmaticienne règle évidemment pas les hauteurs, mais les volumes sonores, par exemple, sur son potentiomètre. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous allez avoir un temps dilaté dans lequel il va y avoir un brassage entre les sons des baleines. Quel est l'intérêt de cette pièce, puisqu'il y a eu d'autres pièces sur les baleines, hein. Vous avez Crumb, vous avez John Cage et d'autres. D'ailleurs, il y a une conférence juste après moi qui va parler d'autres exemples de musique avec les baleines. L'originalité de Aline Penitot, c'est qu'elle utilise des sons imitatifs de type sous-marin joués par le basson, en particulier trouvé par Brice Martin. Son qu'on peut entendre si on va sur Internet, qui sont tellement particuliers qu'ils sont proches du son des baleines et que les baleines s'y méprennent. Résultat, Aline Penitot a un contact direct avec les baleines et va leur faire écouter ce son, et même a fait créer à l'IRCAM une interface permettant d'étudier les interactions. Et une fois que tout ceci est fait en interaction directe avec les baleines, elle revient dans son studio de composition pour composer, et après, elle repart voir les baleines avec sa composition. Donc on a vraiment un aller-retour de type dialogue, de type participatif, entre l'acteur, l'objet de recherche et la recherche elle-même. Voilà. Donc je vous invite à aller du côté de Thierry Pécou également, qui a mis en musique le son des baleines, et qui a vécu lui aussi un moment d'extase de type sentiment océanique, puisqu'il relate son expérience au Québec, où le temps s'est arrêté et où il a eu l'idée de transcrire cela en forme de musique. Donc ça s'appelle Méditation sur la fin de l'espèce. Thierry Pécou m'a fait parvenir ses esquisses à partir des chants de baleines que lui a donné le même bioacousmaticien, spécialiste des baleines, Monsieur Adam. Et d'ailleurs, je n'ai pas creusé la chose, mais il est possible que le chant des baleines que lui a donné Monsieur Adam soit en rapport direct avec Aline Penitot. Et il m'a effectivement, si vous écoutez sa pièce Méditation, d'ailleurs, si vous avez jeté un œil là sur sa partition, vous voyez en bas les cachalots qui vont faire une sorte de cliquetis improbable. Je crois qu'il réalise ça avec une machine à écrire à l'ancienne, Thierry Pécou. Et puis en haut, avec le violoncelle, les imitations de chants de baleines et un travail de flûte de type aussi descriptif. Voilà, donc pour conclure, vous avez cette nature aimante, évidemment, de l'expérience chamanique ou de sentiments océaniques, peut-être plus ou moins soit transposé par le compositeur, soit retrouvé par l'auditeur, parce qu'en fait, dans la réalité, c'est peut-être à l'auditeur d'y mettre l'amour dont il est question. On a, sous cet ordre-là, des variantes de cet animisme néo-chamanique qu'on pourrait retrouver dans le panthéisme d'un Gustave Mahler, par exemple dans sa 3e symphonie, d'un organicisme comme celui de Dutilleux dans l'Arbre des songes, ou, comme je l'ai dit, du psychédélisme des Pink Floyd et d'autres. J'exclus par exemple le naturalisme de François Bernard Mache et d'autres, tout simplement parce que, sauf si mon affirmation est erronée, je ne crois pas qu'il y ait cet sentiment océanique qui est présidé à la création des œuvres exceptionnelles de François Bernard Mache à partir des modèles naturels. En revanche, cette nature aimante, peut-être qu'on peut y trouver
une approche assez claire dans ces panthéismes, organicismes et psychédélismes dont je vous ai parlé. Voilà, c'était une conférence assez particulière parce qu'elle partait d'une hypothèse étrange qui est une expérience néo-chamanique et qui débouche sur des questionnements sur la musique contemporaine. Je vous remercie pour votre écoute. On va peut-être faire un petit temps d'échange. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur cette première intervention autour des oiseaux et des baleines? Oui. J'espère que je serai assez audible. Si vous me dites, j'élève D'ici, on entend. Merci pour la présentation. J'aimerais rebondir sur un terme qui a été indiqué dans le résumé de la présentation, qui est la résonance de Hartmut-Rosa. Cette idée de nature aimante, est-ce que... Hartmut Rosa. Oui, donc là, maintenant, on entend un peu mieux. Bon, donc ce concept de résonance qui implique quand même qu'on porte une certaine attention à autrui ou bien aux choses qui nous entourent, l'environnement. Est-ce que dans ce concept de nature aimante, il y aurait... Comment faire la part des choses entre une appropriation qui ne fait pas attention à la singularité en face de soi et qui s'approprie d'une façon, on pourrait dire peut-être colonialiste, certains éléments, ou bien une nature aimante qui pourrait plus entrer en résonance avec son modèle. Oui. Est-ce que vous avez fait une sorte de distinction entre ces deux perspectives qu'on pourrait avoir peut-être? Oui, alors c'est intéressant. Effectivement, l'ouvrage de Rosa, c'est un ouvrage de sociologie. Il a commencé par des livres qui traitaient de l'accélération du temps. Et l'ouvrage suivant, un des ouvrages suivants, était sur la résonance, c'est-à-dire pour être vraiment très simple et vraiment résumé sa pensée, d'arrêter un peu cette accélération et de se reconnecter avec le monde. Et il fait des analyses d'ailleurs qui vont jusqu'à Schubert et autres de reconnexion, de tentatives de connexion en fait et de reconnexion avec le monde. Tout à fait, l'idée c'est pas d'avoir un amour pour la nature. C'est donc pas de se dire, enfin pour mon idée, hein, c'est pas de se dire je vais aimer la nature parce qu'il faut que je l'aime et puis je vais arrêter un petit peu de cliquer sur mon ordinateur et de regarder mon téléphone portable et de suspendre un peu le temps. L'idée, c'est au contraire, c'est de se dire que la nature nous aime. Et non pas qu'elle nous aime du tout, c'est qu'elle aime. C'est que la nature est amour. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de ces expériences chamaniques dont je parle, l'idée, c'est qu'elle est elle-même bonté, bienveillance et amour. Et donc, en fait, la résonance dont il serait question, ça serait de comprendre cette dimension de la nature considérée d'un point de vue animiste, chamanique. Et si on oublie le chamanisme et l'animisme, tout simplement de se dire que tout n'est pas horrible dans la planète et dans la nature, et que autant nous l'aimons, autant elle-même nous aime. Enfin bon, c'est un peu bizarre ce que je raconte. Dans quelle mesure les compositeurs peuvent travailler à cela, c'est un peu notre sujet. On va peut-être passer à la deuxième intervention. Merci beaucoup, Nicolas Darbon. Donc j'invite Mathieu Galliker, qui nous vient de l'Université de Montréal, où il fait sa thèse en musicologie, et qui va nous parler des missions
du merle noir et des enjeux anthroposo-musicologiques dans l'analyse comparative des productions sonores humaines et non humaines. Alors, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être présent à de telles journées d'analyse musicale. Peut-être avec le micro. Ouais. Très important. Là, maintenant c'est bon, oui. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je remercierai l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, l'OICRM, ainsi que la Société française d'analyse musicale pour le soutien aux déplacements qu'ils m'ont octroyé, étant donné que je viens de Montréal, au Canada. Et enfin... on n'entend pas bien. On entend mieux? Oui, maintenant c'est bon. Et enfin, je remercierai aussi le comité organisationnel pour avoir préparé ces journées. Dans cette présentation, nous aborderons une œuvre d'Olivier Messiaen, Le Merle Noir, pour questionner à travers une série d'enjeux liés aux questions de l'anthropozomusicologie, la représentation des productions sonores non humaines dans une œuvre humaine. À titre d'information, une partie de cette communication repose sur des résultats de recherche qui ont été menés dans le cadre de mon mémoire de master réalisé en 2022 à l'Université de Fribourg en Suisse. Et ces résultats auront été révisés pour l'occasion. Récemment, j'ai également réalisé une communication centrée sur les solos du Merle Noir le 15 novembre dernier, ici même à Paris, lors du 6e congrès doctoral international de musique et de musicologie organisé par le Bureau des jeunes chercheurs de l'IREMUS. Alors j'aimerais entamer la communication par la notion d'appropriation. Terme connoté des études postcoloniales, l'appropriation peut toutefois être comprise selon deux tendances différentes. La première consiste à emprunter des éléments à une autre culture de sorte à renforcer des relations de domination préexistantes. Nous pourrions parler ici de modus operandi colonialiste ou, dans le cas des animaux non humains, spécistes. La seconde tendance observe plutôt un double geste consistant à la fois à emprunter des éléments tout en se rendant propre à ceux-ci, s'approprier à la voie moyenne, en s'adaptant aux conditions d'origine de ces éléments. En ce sens, ce second mode d'appropriation relève d'une attention plus prononcée aux spécificités du modèle observé. Dans un contexte interespèce où est opérée l'utilisation de matériaux non humains dans une œuvre humaine, l'anthropozomusicologie se voit toute justifiée à traiter un tel sujet puisqu'elle porte, comme le définit Dario Martinelli, sur les différentes formes de relations que les productions sonores humaines peuvent établir avec celles des non-humains. À ce titre, exemple notable parmi d'autres, Olivier Messiaen a tissé de nombreuses relations, certes à sens unique, avec les vocalisations aviaires. Prenant une de ses pièces, Le Merle Noir de 1952, comme cas d'étude, pour différentes raisons que nous verrons, nous pouvons nous demander alors selon quel mode d'appropriation le compositeur a-t-il emprunté au Merle Noir leur vocalisation. Autrement dit, il s'agira de rendre compte des transformations opérées sur des chants de merle noir et leur représentation dans une œuvre humaine. Suite à ce contexte et sa problématique, je présenterai le merle noir dans la chronologie des œuvres du compositeur ainsi que sa position sur les vocalisations aviaires. Puis après avoir présenté la méthodologie globale de cette recherche, j'aborderai successivement les solos de flûte au regard des vocalisations de merle noir, les duos d'amour entre flûte et piano et la coda qui représentera une lutte territoriale. Une conclusion mettra en perspective une interprétation narratologique du merle noir et suggérera le type d'appropriation de Messiaen. Commençons par un contexte chronologique au Merle Noir. Cette pièce de Messiaen se situe au tournant des années 1950. Auparavant, le compositeur possédait un style idéalisé des chants d'oiseaux. Citons le Quatuor pour la fin du temps et la Tourane Galila Symphonie dans les années 1940. Au tournant de 1950, un changement de paradigme intervient. Les transcriptions se font plus systématiques. Messiaen écrit successivement Le Merle Noir, Réveil des oiseaux, Oiseaux exotiques, le catalogue d'oiseaux et Chronochromie, où les appropriations deviennent plus minutieuses et fidèles au modèle aviaire. Le Merle Noir, pour flûte traversière et les pianos, a été écrit en 1952 pour le concours annuel de flûte traversière du Conservatoire de Paris. Une certaine tradition de la forme de pièces de concours conditionne cette pièce. Toutefois, ce sont deux solos de flûte qui apparaissent ici représentatifs du tournant des années 1950. C'est d'ailleurs cet intérêt renouvelé pour les oiseaux qui poussa Messiaen à rencontrer, un mois après l'écriture du Merle Noir, l'ornithologue Jacques Delamain avec qui il prendra ses premières leçons d'ornithologie.
Il commencera par ailleurs ses premiers cahiers de notation de chants d'oiseaux à partir de cet été-là. Concernant la position du compositeur sur les appropriations de vocalisation aviaire, nous pouvons lire dans son premier traité de 1944, Technique de mon langage musical, qu'il considérait comme ridicule et vain de copier servilement la nature, ces mélodies oiseaux étant alors transcription, transformation et interprétation. Plus tard, dans des entretiens avec Claude Samuel, nous apprenons qu'il porte un regard sensiblement différent. Déjà dans ses entretiens de 1967, son propos change, mais c'est en 1983 que nous lisons par exemple « Je suis personnellement très fier de l'exactitude de mon travail et je vous certifie que tout est vrai, mais évidemment, c'est moi qui entends et involontairement, j'introduis quelque chose de ma manière. » Enfin, il reconnaît avoir adopté les deux attitudes. D'une part, les pièces dites exactes et vraisemblables, de l'autre, celles où le chant d'oiseau subit toutes sortes de manipulations. Ces différents propos soulignent la conscience d'un travail assidu de transcription qui est apparu ultérieurement à son premier traité de 1944. Aussi, le merle noir représente un cas d'étude intéressant au regard de ce contexte, puisqu'il contient, comme nous le verrons, autant le style oiseau initial des années 1940 que l'inclination nouvelle des années 1950 à imiter plus finement ces modèles aviaires. La forme du merle noir peut se résumer en 5 sections principales. Sans entrer profondément en détail, reconnaissons pour l'instant 2 solos caractéristiques de flûte, où sont entendues les vocalisations de merle, suivies respectivement par 2 duos entre flûte et piano, et enfin une section finale, généralement nommée coda dans la littérature existante sur cette pièce. Pour la suite de la présentation, nous aborderons successivement les solos, les duos et enfin la coda. Mais avant d'aborder l'analyse, quelques mots sur la méthodologie élaborée dans cette recherche. Comme le rappelle Susan Heiter, la notation eurologique n'est pas compatible avec toutes les caractéristiques des chants. De plus, la perception humaine ne peut pas assurer un traitement optimal des hautes fréquences et la séquence très rapide des structures de ces chants. Devant cette problématique, et contrairement à la majorité des études précédentes menées sur le merle noir, j'ai choisi de me baser sur la proposition de Michael Silvers, qui suggère d'étudier d'abord des propriétés sonores des non-humains, puis de considérer leur agentivité associée aux comportements sociaux, enfin d'examiner les interactions entre comportements non-humains et humains. Pour atteindre une vision globale du phénomène observé ici, il sera nécessaire de représenter des éléments issus des 3 dimensions que Martinelli enjoint à explorer pour étudier les productions sonores non humaines, à savoir les structures immanentes, c'est-à-dire les morphologies des productions sonores en tant que telles, les processus comportementaux qui sont associés à ces productions pour les contextualiser, et enfin les expériences subjectives pour compléter l'enjeu qui consiste à resituer le sens associé à ces productions sonores en lien avec leur contexte d'énonciation. Bien, de brefs mots sur les merles noirs pour commencer. Leur chant se caractérise par des strophes séparées par des silences de 3 à 5 secondes, et chaque strophe présente une forme bipartite générale d'environ 3 à 5 secondes également. Ils chantent une première partie motivique entre 1500 et 3000 Hz, alors que la seconde partie, dite de gazouillement, peut monter jusqu'à 9500 Hz. De plus, le répertoire compte en moyenne 34 à 63 motifs différents, répartis de façon variée entre les individus. Ce nombre suffit à doter leur vocalisation d'une richesse motivique pour des oreilles humaines. Pour exemple, 2 strophes issues d'un enregistrement de Fernand de Roussen, pris en 1991, un matin de mai en Île-de-France, illustreront le propos. Nous pouvons écouter les 2 extraits et en voici le premier. Le son sortait du PC, il me semble. Ouais. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, c'était assez clair. Si on peut imaginer le... Je ne saurais pas exactement comme... Dans la sortie de son, peut-être voir s'il y a... Non, non, ici Bah, sinon, on va passer parce que ça va prendre un peu de temps. Bon, j'avais un autre exemple, un second sonagramme, peut-être que vous le voyez mal, mais à nouveau, donc, on a une même structure générale. Sous ces 2 extraits apparaissent 3 sections identifiables, que sont l'introduction, caractérisée dans le chant d'un individu par la résurgence de motifs apparaissant plus régulièrement, la section centrale où les mêmes motifs sont moins récurrents, et enfin la section finale qui correspond à la partie de gazouillement. Et contrairement aux 2 premières sections qui constituent la partie motivique, la partie de gazouillement possède des fréquences hautes et un timbre sensiblement différent à celui de la première partie.
À nouveau, on aura un problème ici parce qu'on a un autre exemple audio, mais bon, passons. Chez Messiaen, la structure contenant les 3 sections est généralement... On entend, hein? Oui, on entend, mais peut-être pas tout au fond, je ne sais pas. Enfin, ah, c'est bon. On va y arriver alors. C'est bon, c'est le dernier exemple de toute façon. Donc chez Messiaen, la structure contenant les 3 sections est généralement respectée avec un contraste fréquentiel plus ou moins équivalent. Puisque le compositeur a dû transposer les hautes fréquences, nous pouvons parfois constater certaines différences, mais l'essentiel est reconnaissable. Alors on va écouter cette interprétation faite par la flûtiste Anne Cartel. Voilà. Donc la très grande différence notable entre un solo de merle noire et un solo de flûte repose sur l'absence des silences de 3 à 5 secondes entre chaque strophe dans le solo de flûte. Cela s'explique notamment à partir des conditions sociales de la pièce. L'interprète devant briller en concours, non pas en raison de ses silences, mais de sa maîtrise instrumentale. De plus, notre perception étant plus lente que celle des merles noirs, un silence paraîtra long pour nous quand il paraîtra court pour un merle. Dès lors, Messiaen a possiblement cherché à transposer ce temps perçu à la façon dont un merle le perçoit, témoignant de son attention sensible à l'environnement sensoriel ou Umwelt de ses modèles aviaires. Enfin, si les structures de strophes paraissent relativement fidèles au modèle aviaire, je voudrais souligner une différence éthologique sur les 2 solos de flûte qui témoignent du sens de l'attention du compositeur. Le second solo, en effet, apparaît plus développé, riche et complexe que le premier. À ce titre, il est connu que les merles noirs développent d'année en année leur vocalisation pour développer leur chant. Messiaen en était conscient lorsqu'il explique en 1967 à Samuel que chaque merle invente à chaque printemps un certain nombre de thèmes qu'il retient et qu'il ajoute au thème précédent. Plus il est âgé, plus son répertoire de motifs mélodiques est vaste et ces motifs sont propres à chaque individu. Selon cette représentation à travers 2 solos, le style des strophes de flûte est plus élaboré d'un solo à l'autre. En outre, certains motifs sont semblables entre les 2 solos, soulignant peut-être par interprétation qu'il s'agit là du même merle ayant développé son chant à travers le temps. Par ailleurs, et cela introduira la section suivante des duos, plus les chants sont élaborés et complexes, plus ils deviennent attrayants pour trouver partenaire. En ce sens, la complexification d'un solo à l'autre fait suite respectivement à 2 duos dont le second, par rapport au premier, devient plus complexe comme nous allons le voir. Avant d'aborder les duos tout de suite, un dernier détail caractéristique des merles noirs dans ces solos réside dans les gestes finaux représentés par les Flatterzungen, suivis de traits chromatiques triple pianissimo. S'il ne parle pas de Flatterzungen, Roger Nichols, dans son article de 1987 sur le merle noir, rattache le chromatisme à l'atmosphère générale de la pièce et au langage d'avant-garde de Messiaen. Par la suite, Tian Lindgries a identifié les Flatterzungen comme des cris d'alarme de merle, alors que le chromatisme réfère, pour reprendre une formule de Paul Griffith, à un motivic island, un ensemble motivique que Messiaen a l'habitude d'utiliser au cours d'une pièce. Et récemment, en 2020, Alexandra Aguirre-Bregman a précisé que les Flatterzungen transcrivent la phonation de merle. J'ajouterai pour ma part que le chromatisme fait partie de l'alarme puisque ce type de cri intervient lorsque les merles s'envolent. Le triple pianissimo indique simplement l'éloignement de l'oiseau chanteur qui s'est envolé. Il s'agit là de la fin du cri d'alarme. Un extrait de merle illustre justement cette alarme, mais il n'est pas représentatif de la transcription de Messiaen. Tout au plus, il donnera ici une idée sonore. On entend bien cette morphologie du son qui peut rappeler en quelque peu le chromatisme. Positionnés à la fin des solos, ces 2 alarmes officient comme des transitions vers les duos. Ces duos entre flûte et piano fonctionnent comme les résultantes des précédents solos. Pour en expliquer la dénomination de duo d'amour, voyons-en l'écriture. La mélodie figurant à la portée supérieure du piano est une citation reprise du thème cyclique apparaissant dans le 6e mouvement intitulé « Jardin du sommeil d'amour » de la Turangalila symphonie. Cette référence musicale et poétique trouve une justification dans l'apparition des voix. Dans le premier duo, une alternance stricte entre piano et flûte a lieu, l'énonciation de la citation se faisant d'abord de part et d'autre à tour de rôle. En revanche, dans le second duo, une fois le second solo plus complexe et attractif ayant eu lieu, les voix de piano et de flûte s'imbriquent en un canon plus resserré, à tel point qu'elles atteignent un certain degré d'homorythmie.
d'un premier duo aux voix distinctes, l'écriture est ainsi passée à une imbrication des voix durant le second solo. Ceci témoigne d'une évolution dans le rapport entre les deux instruments qui pourraient, en raison des éléments identifiés, représenter deux merles noirs nourrissant progressivement un sentiment amoureux, ou du moins un rapport d'attraction réciproque. Suite à ces canons, respectivement 6 à 7 mesures pondérées par des accords à la figuration de ronde, se font entendre afin de cristalliser le sommeil d'amour, repos du nid à l'abri du danger. Les duos s'achèvent sur des transitions de nature inquiète. Dans un tempo un peu vif, les tris constantes du piano accompagnent un style oiseau schématisé à la flûte. Ces deux transitions ne font qu'annoncer la coda finale de nature semblable dans la tension qui est suggérée. Je signalerai un détail essentiel entre ces deux transitions. Alors que la première entrée de la flûte apparaît au si bémol dans la première transition, la seconde entrée est transposée au mi bémol supérieur, soit une quarte supérieure. Cette transposition n'est pas anodine. Dans la mesure où la flûte représente un merle noir dans un style oiseau ici, l'élévation du registre trouve un appui a posteriori sur une étude de 2013 expliquant que la pollution sonore des villes, pollution humaine, pousse les merles noirs à chanter à des fréquences plus hautes, environ une tierce majeure plus haut, presque une quarte. Et donc, mon hypothèse porte sur le fait probable que Messiaen avait en tête des modèles urbains de merles au moment d'écrire cette pièce, et était assez sensible à ce degré de singularité par rapport à des merles de campagne au moment d'écrire sa pièce. La menace de la pollution sonore pousse la flûte merle noire à jouer plus haut pour se faire entendre. Cette hypothèse prend toute son ampleur dans la section de coda. En effet, celle-ci est conçue à travers deux écritures. Alors que la flûte poursuit son style oiseau, le piano suit un double système de hauteur et de durée sérialisé. Selon la piste avancée par Robert Fallon, cette dernière section représente le débat interne entre Messiaen entre le sérialisme et le style oiseau. Une lutte qui se résoudra avec l'ornithologie. Ce débat interne au cœur de Messiaen prend écho dans les réponses qu'il donna à Samuel en 1967. Devant expliquer son point de vue à l'égard de la modernité et sa technicité, Messiaen souligne les catastrophes qu'entraîne cette technicité. Parmi différents éléments, il termine par celui-ci, l'intrusion au sein d'une tranquille famille de bruits musicaux inattendus et imposés, quel qu'en soit le style et l'esthétique. Cette question des bruits musicaux qui viennent perturber la tranquille famille trouve les précisions suivantes. Il s'agit de mauvais goût, d'erreurs de forme et de couleur, d'inadaptation au paysage, d'absence de style, d'harmonie, de laideur en un mot. S'il n'est pas explicitement mentionné le sérialisme ici, dont Messiaen a néanmoins fait usage dans Le Merle noir et de précédentes œuvres, il semble y avoir comme une forme de récrimination faite à l'égard des systèmes manquant de style et d'harmonie. Si nous reprenons le début de notre coda, alors que l'écriture pour flûte est claire en raison de son articulation piquée et de la stabilité intervallique de ses motifs, l'usage de la pédale à la partie pianistique crée un nuage de sonorité. La pédale doit en effet être tenue énoncée jusqu'à la fin de la partie de piano. Ce brouillage crée un spectre sonore homogène qui se fonde comme un bruit ambiant d'une ville, imposant à des langages plus discrets comme celui de Merle noir à chanter plus haut pour se faire entendre. Le trait final de la flûte affirme néanmoins le choix de Messiaen qui se tournera vers l'ornithologie et l'emploi massif de vocalisation aviaire dans ses futures pièces au détriment du sérialisme. L'analyse a finalement montré dans les sections principales de cette pièce les différentes techniques compositionnelles employées. La transcription plus fidèle des vocalisations idiomatiques de Merle noir, la symbolisation de l'amour au sein d'un couple de merles à l'aide d'une autocitation d'une œuvre précédente, et enfin l'écriture en style oiseau traditionnel mise à l'épreuve du sérialisme. Le Merle noir rassemble ainsi un certain nombre d'activités de merles qui sont parmi les plus importantes selon les connaissances ornithologiques, à savoir le chant soliste au crépuscule, effectué pour lui-même, mais aussi relié à la recherche de partenaires, et enfin la défense du territoire. Cet ensemble d'activités, lorsqu'elles sont mises en rapport aux techniques compositionnelles utilisées, fournit la grille de lecture d'une interprétation d'ordre narratologique. Le Merle noir de Messiaen constitue une approche principalement naturaliste en raison de son souci à mettre en scène la vie d'un merle noir partagé entre ses chants et son environnement. Mais une approche toutefois teintée de symbolisme à travers l'empreinte musicale du compositeur et certaines techniques relevant plus de la créativité personnelle que de l'imitation formelle. Ainsi voyons-nous un merle noir chanter tout en cherchant une partenaire
et en défendant un territoire menacé par une pollution de type sonore. Peut-être s'agit-il de l'ère de notre temps de parler plus souvent qu'à d'autres époques de cela, mais une forme d'écologisme naît indéniablement de cette représentation qui met en cause la fragile individualité d'un merle noir face à l'insidieuse pollution de sources anthropophoniques. À ce titre, l'anthropozoomusicologie, qui suggère une approche globale des productions sonores animales, a permis de rendre compte des articulations internes d'une œuvre aux dimensions modestes, mais au matériau musical fondateur d'une attention renouvelée par son compositeur aux modèles non humains que sont les oiseaux. À travers une forme d'appropriation ouverte vers l'autre et inclusive de ces singularités, se côtoient dans un ensemble cohérent l'écriture idiomatique de Merle et la sensibilité musicale d'un humain. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis s'il y aura des questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, parfaitement dans les temps. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions à ça? C'est bon. Bonjour, merci de votre présentation, c'était très intéressante. J'ai une question un petit peu aussi, une provocation peut-être, que c'est la suivante. Est-ce qu'en 1952, Olivier Messiaen a vraiment pensé aux questions des transpositions par rapport à la pollution? Il y a deux choses pour cela. Une d'entre elles, c'est la façon dont Messiaen explique l'utilisation des chants d'oiseaux dans le traité. C'est pour ça que la bibliographie, c'était important, parce qu'il n'est pas là. C'est très important que vous regardiez ça. En plus, vous êtes dans le traité de Messiaen. Le traité qui est arrivé à la fin de sa vie et posthume. Oui, exactement, oui, qui a été publié en début des années 2000 par Yvonne, par sa femme. L'autre chose, c'est que moi, je ne connais pas, et c'est peut-être une question subsidiaire de la première, des références dans lesquelles Messiaen aurait enregistré ou transcrit des chants d'oiseaux dans les villes. On en parle beaucoup de ces voyages aux montagnes, etc., mais pas dans les villes. Mais si vous avez des références sur ça, je serais très ravie de... Très bien, oui. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. D'abord, pour la question de la représentation de la pollution et plus d'une conscience écologique, on pourrait dire. Mais évidemment, là, comme je termine ma conclusion, c'est plus une interprétation herméneutique sur la base de la narratologie. Et puis, avec cette étude de 2013 que je réutilise pour, a posteriori, essayer d'expliquer pourquoi ce saut de carte qui crée une intensité dans le spectre sonore. Dans l'étude de 2013, d'abord, et après je reviendrai à Messiaen, on évoque le fait que les chants de merle noir urbains chantent une tierce majeure plus haut que, disons, entre... Un merle de campagne chante à 1800 Hz environ, quand un merle de ville chantera à 2200, 400 Hz de différence, qu'on pourrait rapprocher d'une tierce majeure à ces fréquences-là. En plus de ce changement de fréquence, on observe une intensité dans l'amplitude qui est plus forte, le volume est plus important, de mémoire peut-être environ 20 décibels supplémentaires pour essayer de se faire entendre. Dans la mesure donc où Messiaen indique cette transposition d'une carte d'une transition à l'autre pour arriver à la coda finale, j'ai considéré que ça participait à la tension qui était sous-entendue par le rythme effréné, un peu vif, et en même temps l'augmentation du volume pour se faire mieux entendre à des nuances fortes. Au-delà de ça, dans ses propres écrits, je n'ai pas de mémoire sur le fait qu'il puisse parler de conscience écologique, et peut-être que ce n'était pas aussi présent que de nos jours avec la crise environnementale. C'est pourquoi je préfère inciter sur le fait que c'est plutôt une approche, une hypothèse personnelle que sur la base des propos du compositeur. Et
pour revenir après sur la question d'enregistrement possible, éventuel, je sais que Yvonne Loriot lui a offert un magnétophone par la suite, pas au tout début de leur rencontre et de leur relation, mais il est apparu après et il l'a utilisé plus tard, pas en 1952. J'ai toutefois voulu chercher dans la discographie de l'époque s'il avait pu consulter des vinyles de chants de Merle Noir comme modèle, et ceux de l'époque qu'il aurait pu utiliser. Maintenant, je n'ai plus les titres exacts des vinyles, mais ceux qu'il avait utilisés à son époque n'avaient les morphologies sonores n'avaient aucune identité comparable avec celle qu'on peut retrouver dans le Merle Noir. Même avant oui. qu'il aille son magnétophone offert par sa femme, il avait fait des transcriptions déjà à l'oreille. Oui, donc, oui. Mais ma question, c'était plutôt dans les si on avait des références sur des transcriptions faites en ville. Parce que moi, je ne connais pas, mais peut-être que vous qui travaillez là-dessus, en connaissez. Alors, et ça serait très intéressant de savoir s'il avait fait des transcriptions des oiseaux dans des villes. Oui. Parce qu'on connaît beaucoup de références de ses voyages en montagne, de ses enregistrements dans les Pyrénées, un petit peu partout. Mais aucune référence que moi je connaisse en ville. Mais si elles existent, moi je voulais aussi les connaître, c'était pour ça. Alors que ça soit par exemple dans des œuvres ultérieures ou précédentes, ouais. Alors là, actuellement, j'ai surtout travaillé sur le Merle Noir et je me suis intéressé aux précédentes œuvres, aussi pour situer un peu le Merle Noir. Et donc à cette époque-là, il avait encore une approche plutôt, un style oiseau comme il l'appelle, qui est schématisé, mais qui commence dans les années 1950 à devenir plus systématique, comme je le mentionnais. Et puis, pour citer peut-être, ces cahiers de notation apparaissent à partir de 1952, mais malheureusement après le Merle Noir. Donc, je n'ai pas consulté encore ces cahiers. Peut-être qu'il indique le lieu exact. Oui. Mais donc, précisément là, je ne pourrais pas répondre sur cette question. Pas de problème. Je vous remercie. Oui, lorsque j'étais dans le cours de Messiaen, une question était apparue. Alors, ce n'est pas directement avec le sujet que vous traitez. On lui avait demandé, existe-t-il des coïncidences entre certaines microstructures que vous avez empruntées à la rythmique hindoue et des microstructures que vous utilisez à partir de vos transcriptions dans certaines des œuvres. Il n'avait pas été capable de répondre à ce sujet. Et puis, une deuxième souvenir, il avait une maison en Berry, j'étais allé le voir, et il était allé dans la nature berrichonne pour faire des transcriptions d'oiseaux locaux, si je puis dire. Et je lui avais posé déjà des questions à propos de la détérioration de la nature. Et il m'avait simplement dit, si ça peut aider. Voilà. Donc c'est une réponse. Ah, merci. Intéressant comme point de... Comme... Il l'avait dit avec nonchalance et... Il l'avait dit avec nonchalance et était passé à quelque chose d'autre. Ah, Et puis je lui avais évidemment parlé de ce que j'appelle les oisanges. C'est-à-dire que pour lui, les oisanges, c'était aussi des anges, ne pas oublier. Oui, des messagers. Oui, oui. Bon, il y avait cette raison-là aussi d'aller de ce côté. Oui, il y a cette dimension d'appropriation avec son propre point de vue personnel qui rend tout son style personnel. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. À la troisième intervention de cette première session, Arthur Skoric, doctorant à la Sorbonne et à l'Université de Montréal. Il est organiste titulaire à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et il va nous parler des chants des baleines, inspiration et musique
espèces. Bien, merci pour votre présentation. Merci au comité d'organisation, au comité scientifique pour ce thème très original et, j'ai envie de dire, presque inédit ici en France, dans nos études musicales. Et tout d'abord, je voudrais ici remercier chaleureusement François Bernard Mache, membre de l'Académie des Beaux-Arts et inventeur de la zoomusicologie en 1983, dans un ouvrage dont je parlerai, pour sa relecture attentive de cette communication qui est en fait un article que j'ai écrit qui n'est pas encore publié. Une trace de cet infini qui est dans la nature doit se trouver dans chaque œuvre d'art comme un reflet. Ces mots sont ceux de Gustav Mahler en 1900, alors qu'il commençait à composer sa 4e symphonie, qu'il achevait la 3e, et qu'il se trouvait sur les abords du lac de Steinbach am Attersee, en Autriche. Et cette symphonie qui évoque bien la marche pimpante du pan stylisé. Au centre des préoccupations esthétiques du romantisme se trouve la nature. Et au XXe siècle, la nature n'est plus seulement un élément extérieur à l'inspiration, mais un modèle sonore, une composante de l'œuvre musicale, une composante entière. C'est d'ailleurs ainsi que François Bernard Mache le définit, s'intéressant à cette notion de modèle sonore, et intègre des sons de la nature, des enregistrements directement dans ses œuvres, comme nous l'avons tout à l'heure sous-entendu, et développa à partir de cette notion de modèle sonore eh bien, la zoomusicologie dans son ouvrage « Musique, mythe, nature » ou « Les dauphins d'Arion » en 1983. Il s'agit pour lui d'interroger et d'étudier l'esthétique des sons de la nature et plus précisément des sons d'animaux. Et il se fonde pour cela sur une conviction, celle qu'il existe un lien entre les animaux et les humains au niveau musical. Si la mer a souvent été source d'inspiration dans la musique chez les compositeurs, la faune qu'elle abrite l'a été beaucoup moins. Plus particulièrement, le chant céleste et profond des baleines a été peu considéré eh bien, dans la musique, à ma connaissance, du fait de sa méconnaissance et de la façon dont nos sociétés considéraient le chant des baleines, ce qui a changé très récemment, comme je vais l'expliquer. Les premiers enregistrements du chant des baleines datent véritablement de 1952, enregistrement scientifique, mais l'enregistrement qui a vraiment participé à la démocratisation de la connaissance du chant des baleines est celui qui s'affiche de Roger Payne en 1970, et composé uniquement d'enregistrements de chant des baleines qui ne sont absolument pas retouchés, qui sont coupés évidemment pour que ça rentre sur un disque, mais qui ne sont pas, il n'y a aucune manipulation. Les pistes font entendre différents ensembles de baleines, baleines seules, baleines dans un groupe de 3 baleines, baleines lointaines. L'album a eu un grand succès, a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, fait l'objet d'un tirage en National Geographic, et c'est l'album environnemental le plus vendu à ce jour. Il a véritablement fait découvrir ces animaux marins au monde, et quand je parle de baleines, alors il y a plusieurs types évidemment de baleines. Je parle notamment ici des baleines à bosse, qui sont des animaux qui font, si je reprends mes mesures, entre 14 et 16 mètres de long et qui pèsent jusqu'à 30 tonnes, ou les baleines bleues, qui sont, elles, des animaux qui font une taille jusqu'à 30 mètres de long. Mais alors, ce chant a-t-il été source d'inspiration pour les compositeurs et comment peut-il être convoqué dans une œuvre musicale? À quelle fin? Après avoir présenté donc un exemple qui me semble particulièrement important dans l'histoire de la musique, j'en viendrai à montrer que le chant des baleines n'est plus seulement une source d'inspiration, mais qu'il peut être à l'origine de ce que nous appelons une musique interespèce et ce que nous venons de voir avec la présentation de Mathieu. D'abord, un petit propos liminaire. Pourquoi parlons-on de chant et non de cri ou de son?
Eh bien, il y a, selon Roger Pine, donc celui qui a fait l'enregistrement que je montrais tout à l'heure, dans le chant des baleines, dans ces sons, une structure, une périodicité imperceptible à notre oreille, puisque le temps des baleines n'est pas le même, comme celui des oiseaux n'est pas le temps humain, et donc qui est un temps beaucoup trop long pour qu'on puisse l'entendre directement. C'est pour cela que les sonagrammes qui ont été faits à partir de ces enregistrements nous montrent ces structures, ces répétitions, notamment de ce qu'on pourrait appeler un refrain, si l'on veut. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de chant ou de chanson. Les sonagrammes réalisés plus récemment par David Rothenberg, un Américain, montrent des glyphes colorés issus des sonagrammes, comme on l'a vu tout à l'heure, et disposés sur une échelle musicale qui permettent ainsi de visualiser approximativement la hauteur des sons en offrant une visualisation de la structure globale de ce chant. Le chant des baleines serait ainsi composé de plusieurs types de sons qui s'organiseraient en phrases musicales et se répéteraient cycliquement. Les motifs chantés par les baleines à bosse s'étendent sur une échelle de fréquence variable entre 30 Hz et 8000. Autant dire que notre oreille ne perçoit pas tout. La première œuvre, à ma connaissance, qui utilise directement le chant des baleines, l'enregistrement du chant des baleines, dans la musique symphonique notamment, est le poème symphonique Engold Great Whales, en 1970 par Alan Ovadnes, compositeur américain. L'œuvre s'organise d'un seul mouvement, si l'on peut le dire comme ça, autour de 4 extraits enregistrés provenant des enregistrements de Roger Pine, justement. Ce sont ces enregistrements qui structurent l'œuvre. Ils sont mis en avant par un procédé de fondu symphonique et de fusion avec cette musique symphonique, avec cet orchestre symphonique. Et le compositeur décrit ainsi son œuvre dans sa note de programme du concert de création. Le chant de la baleine émerge comme un oiseau de mer mythique géant. L'homme n'existe pas, n'est pas encore né dans la solennité de la nature. On a en quelque sorte, comme souvent d'ailleurs chez ce compositeur, une vision panthéiste de la musique et de la nature. D'un point de vue strictement littéraire, la découverte du chant des baleines semble provoquer chez ce compositeur une forme de recherche spirituelle. La nature est immense comme l'animal qui domine les océans. Et plus généralement, la musique de Ovadnes loue la nature dans des élans mystiques et contemplatifs. Lui qui s'exprimait ainsi dans une interview qu'il donnait en 1975, la deuxième citation, « La nature est ma grande inspiration. Je ressens que la nature est, disons, le vêtement extérieur de Dieu, si l'on peut appeler force de la nature Dieu. » Le titre de l'œuvre fait évidemment référence au livre de la Genèse dans la Bible. Comme le précise d'ailleurs le manuscrit, on voit l'inscription tout en haut. Le manuscrit montre aussi, quand on le regarde, à quel point l'écriture des glissandi devient presque un acte d'évocation visuelle de ces vagues, de cet océan. L'œuvre débute par une évocation de la puissance des mers et des vagues. Ce sont les cordes qui ouvrent le discours par de longs glissandi pianissimo. Ce climat est accentué par une technique très souvent utilisée par le compositeur, à savoir la mesure senza misura, qui lui permet de ne pas noter de chiffrage de mesure et d'avoir un temps très libre, mais qui est donné en fait dans un laps de temps donné. Apparaissent rapidement les cuivres dans un mouvement épique, comme c'est souvent le cas chez ce compositeur, et on peut relier cela à ses accents mystiques et panthéistes. Donc je vais vous faire entendre cet extrait. On n'a pourtant pas touché. Oui. Tu regardes ? Où ça ?
Donc je vous remets l'extrait, ou à moins que vous l'avez entendu derrière. Oui. Après cet accent un peu hymnique, presque choral, une mélodie modale pentatonique au premier violon donne une couleur particulière à cette section. Alors ça ne s'affiche plus au niveau... Ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Pardon pour ces petits problèmes techniques, indépendamment de la volonté. Donc je disais une mélodie modale qui est à la fois planante par l'absence d'attraction. Certes, on a un pôle dans cette mélodie, mais le caractère modal participe à cet aspect planant. Calme par sa rythmique, et cette mélodie devient litanique, elle semble évoquer la nage éternelle des baleines à travers les océans. Le premier enregistrement de Chant des baleines apparaît dans un climat sombre installé par les cordes dans le registre grave. Je passe pour ne pas faire écouter toute l'œuvre. Le début de l'enregistrement est indiqué par la mention Tape 1. On le voit ici en grand. Je précise qu'il s'agit ici de la partition qui a été utilisée pour le concert de création. Une mesure est écrite avec un point d'orgue et on peut voir l'inscription Well. À la fin du deuxième enregistrement du Chant des baleines, donc on est au premier ici, les violons ont un motif musical qu'on pourrait appeler motif animal, puisqu'il semble imiter la baleine par un procédé de glissando ascendant d'une quarte supérieure. Ce mouvement mène à nouveau à une sorte de mise en abîme musicale. On passe d'un registre très aigu à un registre très grave, effet accentué par l'usage des percussions. On peut peut-être entendre rapidement cette imitation du chant. Cette plongée abrupte mène au troisième enregistrement. Au fur et à mesure que l'œuvre se déroule, tout se passe comme si la musique semblait s'imprégner de ce chant des baleines, de ces enregistrements. Les cuivres, notamment à la fin, forment des agrégats complexes dissonants qui se rapportent, me semble-t-il, à la complexité du timbre du chant des baleines. La partition est effroyablement dense, comme vous pouvez le voir. Le chaos planifié est aussi bien sonore que visuel. Ce mouvement est bien désordonné, décousu à la fin de l'œuvre, avec une nuance quadruple forte, investit tout l'espace sonore. C'est alors que débute le dernier chant, le dernier enregistrement. Cette fois-ci, la musique n'est plus en retrait, comme nous l'avons entendu tout à l'heure.
eh bien, elle fusionne avec le chant des baleines. Les instruments sont davantage présents et tentent d'imiter l'autre. Les deux mondes fusionnent et ne deviennent qu'un à la fin de l'œuvre. Métaphore écologique de l'homme sauvegardant l'espèce animale et vivant en harmonie avec l'océan. La fin de l'œuvre est cependant mystérieuse. L'orchestre tutti reprend son mouvement enragé pour arriver à une nuance triple forte et s'éteindre brutalement. Serait-ce ici une évocation de la sensibilité du compositeur à la préservation de cette espèce qui était alors menacée à l'époque de la composition? Peut-être, certainement, puisqu'il l'a affirmé. Cet acte artistique et engagé de Oavnes prend place d'ailleurs dans cette décennie importante pour la préservation de l'espèce animale et de mouvements, notamment aux États-Unis, de sauvegarde des baleines à bosse plus particulièrement. Le chant de la baleine semble ici émerger de la musique symphonique, ou plutôt il fait émerger la musique symphonique. Le dialogue perpétuel entre musique symphonique et chant de la baleine intervient aussi bien au niveau musical qu'au niveau de la forme pour aboutir à l'unification des deux univers musicaux. Ces deux univers peuvent cependant interagir d'une nouvelle façon, comme je le disais tout à l'heure. Plus que d'être une source d'inspiration, le chant des baleines peut devenir acteur de l'œuvre par un processus d'interaction complexe. Et c'est ici l'expérience de musique interespèce, c'est comme ça qu'il l'appelle, et c'est, je pense, un terme qui est particulièrement adapté à cette situation. Eh bien, c'est une expérience menée par David Rothenberg, philosophe musicien, qui est allé dans l'archipel de Maui, à Hawaï, pour mener cette expérience, et qui l'a relatée dans cet ouvrage qui s'affiche, et dans d'autres articles scientifiques. Animé par cette conviction que les humains ne sont pas les seuls musiciens, eh bien, il a essayé d'interagir avec les baleines à bosse en ayant à l'idée de chanter le caractère universel de la musique et le fait, en promouvant l'hypothèse que la musique est un langage qui transcende les cultures et les espèces, capable de traverser les frontières culturelles et de produire quelque chose de nouveau entre des personnes de différentes parties du monde ou même entre des espèces différentes. Il a déjà mené ses expériences avec les oiseaux et le dispositif utilisé par David Rothenberg, qu'on peut voir ici, est assez simple. Il se met donc sur son bateau, il reste à l'abri de l'humidité. Et donc un casque lui permet d'entendre ce qui se passe sous l'eau et inversement, un haut-parleur diffuse les sons dans l'eau. La baleine entend donc directement les sons de la clarinette et le musicien les sons de la baleine. S'établit donc un dialogue, je pourrais même dire un duo, une rencontre interespèce. Et on peut le voir ici. We're going out to meet the whales and make some music with them. Come on. Alors je passe un peu rapidement, mais certains enregistrements dont nous n'avons pas la vidéo sont assez troublants puisque la baleine qui tente d'imiter les sons de la clarinette, eh bien, se confond. En fait, dans les enregistrements, on confond la baleine et la clarinette. C'est assez vrai quand on compare, en fait. J'interromps l'enregistrement ici, mais vous voyez que c'est assez troublant, cette imprégnation progressive des sons et cette
apprentissage du clarinettiste à partir du son de la baleine. D'ailleurs, Rothenberg disait qu'il devenait musicalement une baleine. Longtemps, le son des baleines était celui des harpons et des canons. Il a été et encore peut-être un chant mystique, lointain, mystérieux. Ce qui est certain, c'est qu'il est devenu le chant écologique par excellence depuis les années 70. Et on ne compte pas le nombre d'ouvrages portant sur la possible disparition des cétacés depuis cette période. Bien que je me sois arrêté sur cette première œuvre qui utilise le chant des baleines, l'enregistrement, il existe une multitude d'autres œuvres, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la conférence de M. Darbon, et d'installations qui font dialoguer intelligence artificielle, musique et préservation de la nature, idées anthropologiques liées à tout cela. Comment unir deux univers, la Terre et l'océan, deux espèces, l'animal et l'humain, en un geste et en un dialogue? La musique, dans la perspective de Rothenberg, n'est pas propre à l'humain et permet ainsi une communication interespèce, voire un art interespèce. La frontière entre nature et culture sont brouillées par la capacité d'invention des espèces animales et humaines. Le caractère universel de la musique, chanté jadis par Platon, lorsqu'il écrivait, je cite, que la musique donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, l'élan à l'imagination, le charme à la douceur, la joie et la vie à toute chose. Eh bien, ce caractère universel est transcendé par ces interactions entre Homo sapiens et Animalis. Plus encore quand il s'agit en fait d'interactions entre ce qui est sur Terre, ce qui est immergé, entre l'infiniment petit qu'est l'homme, comme on le voit ici, et l'infiniment grand qu'est la baleine. Je terminerai donc cette communication en reprenant en toute simplicité les mots de François Bernard Mèche. La nature semble même parfois prendre des risques pour l'amour de la musique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions dans la salle? Oui. Juste une petite question de curiosité. Est-ce que les baleines, on sait quel était leur ressenti, leur expérience quand elles écoutaient la clarinette? Peut-être qu'elles percevaient ça de façon comme une menace ou plutôt comme un jeu avec lequel faire de la musique? Merci pour votre question, très intéressante et pertinente. Alors, on le sait, puisque d'ailleurs c'est les travaux d'Olivier Adam qui en parlent, Olivier Adam de Sorbonne Université. Les baleines, lorsqu'elles se sentent menacées, fuient très rapidement, et il suffit, en fait, si vous avez déjà fait l'expérience de nager avec des baleines, dès qu'on se met à l'eau, un peu brutalement, elles ont peur et elles partent. Donc il faut être délicat si on veut s'approcher d'elles, comme cette personne qu'on voit qui a réussi à se faire approcher par une baleine de très près. À l'écoute des sons, ce qu'on a constaté, en fait, ce que David Rothenberg a constaté, parce qu'il a mené plusieurs fois cette expérience, c'est que les baleines tentent de réagir au son de la clarinette. Je n'ai pas pu le montrer comme j'aurais souhaité, évidemment, parce que ça demande un certain temps d'écoute. Mais on sent véritablement que la baleine tente d'imiter le son, notamment les fréquences hautes de la clarinette. On entend un peu moins de fréquences graves dans cette interaction. Donc je n'ai pas l'impression personnellement, en regardant tout cela, et en m'appuyant aussi, là je parle bien des travaux d'Olivier Adam, que les baleines soient effrayées par ces sons, si ils ont été émis dans un bon contexte et qui n'ont pas été faits avec un bateau qui fait plein de bruit, vous voyez, un environnement stressant pour ces êtres. Juste pour témoigner, il n'y a pas besoin d'aller au fond des océans pour avoir une interaction interanimal. Moi, je suis clarinettiste et j'avais de très bonnes interactions avec mon chien quand j'étais gamin. Alors, la particularité du chant des baleines, je l'ai dit aussi vraiment succinctement au début, c'est que apparemment, ce seraient les animaux qui sont les plus musicaux dans leur conception, puisque quand on observe les enregistrements et qu'on prend ces sonagrammes, on voit bien qu'il y a une structure. Alors j'avais vu même un sonagramme où c'était un espèce de refrain qui était repris plusieurs fois à l'identique,
comme l'apprentissage de l'oiseau qui répète le même motif. Effectivement, avec les chiens et les chats, on peut avoir des interactions de cette sorte. Je voulais demander si vous pensez qu'elle serait sensible à un autre instrument, parce que la clarinette est un petit peu proche de leur chant, je dirais. Si on essayait avec un violon ou une flûte, est-ce que ça a été tenté? Alors, effectivement, ça a été tenté avec des violons, mais pas sous la même forme. C'est-à-dire que le violon jouait en étant sur le bateau, et la baleine était à l'intérieur de l'eau, donc on ne sait pas vraiment l'état de cette expérience, s'il y a eu une interaction véritable, et comme ça n'a pas été filmé, on n'a pas de vision de ce qui se passait sous l'eau. Mais ça a été essayé, oui, et je crois qu'actuellement c'est quelque chose qui fait l'objet de plusieurs recherches, notamment aux États-Unis. Donc peut-être que dans les prochains temps, nous aurons les réponses à ça. Il y a d'ailleurs même des personnes qui ont essayé de diffuser des musiques pop dans l'eau de cette façon, mais je n'ai pas de retour sur ces travaux. Très bien. Et une dernière question avant de clore la session. Moi, je voulais savoir si par rapport aux travaux qui ont été faits sur les chants des baleines et même sur le traitement, tout ça, est-ce qu'il y a eu le concours des oreilles d'or pour essayer de pouvoir se rapprocher avec les instruments ou même avoir la communication interespèces? Est-ce qu'on a demandé à des oreilles d'or À des oreilles d'or. C'est-à-dire? Les personnes qui travaillent dans les sous-marins et qui, à l'oreille, peuvent dire si c'est une baleine ou si c'est un autre sous-marin qui les entendent, ou un autre bateau, un autre bâtiment. Enfin, c'est les personnes qui, dans les sous-marins, utilisent leurs oreilles pour repérer ces sons-là et qui, du coup, je pense, pourraient faire la différence ici entre la clarinette et le chant de la baleine. Est-ce que vous pensez que dans la recherche, ce serait pertinent de leur demander, justement, de participer à ça? Alors, je n'ai jamais, dans tous les travaux que j'ai lus à ce propos, entendu parler d'un type de collaboration comme celle-ci. Évidemment, je pense que ce serait utile, rien que pour avoir un ressenti de personnes qui ont, comme vous dites, la capacité à reconnaître ce genre de son. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est courant en général de faire des enregistrements en s'appuyant sur des sonagrammes ou sur d'autres types de visualisation pour pouvoir différencier et voir de quelle manière réagissent à la fois l'animal, mais aussi l'humain, puisque l'humain, évidemment, il n'est pas à faire un solo ici, il essaye de s'adapter un petit peu à ce qui se passe sous l'eau. Donc c'est pour ça qu'on parle de musique interespèce. Donc je pense que ce serait effectivement intéressant. Et je n'en ai pas la connaissance actuelle, une expérience semblable. Très bien, merci beaucoup. On va faire...